Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler contrôle technique, mais avant ça j'aimerais remercier l'organisme AIBV qui m'a permis de réaliser cette vidéo, ainsi que le chef de station qui a répondu à l'ensemble de mes questions. Cette vidéo est destinée pour les étudiants, les stagiaires, les apprentis, enfin les passionnés de l'automobile, mais aussi ceux qui s'interrogent sur le déroulement d'un contrôle technique en Belgique. Allez, je vous laisse regarder la suite, à tout de suite. Alors, la première étape consiste à vérifier les documents du véhicule, donc le certificat du contrôle technique, le certificat d'immatriculation, le certificat de conformité et l'assurance. Une fois que tout ça est en ordre, on passe à l'étape suivante qui est la concordance, c'est-à-dire qu'on va vérifier l'ensemble des documents et voir comme par exemple ici que le numéro de châssis est identique sur l'ensemble des documents. Une fois que cette opération est réalisée, on peut passer bien évidemment à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à vérifier le kilométrage. Le kilométrage est très important. Dans notre cas ici, on a par exemple 130 945. Eh bien, on doit s'assurer que dans l'ancien contrôle technique, si le kilométrage a augmenté ou a diminué. Cela, bien évidemment, afin de prévenir à la fraude. Comme on peut le voir ici au niveau du CarPass, les kilométrages ont été enregistrés à chaque passage chez un professionnel. On continue, on poursuit la ceinture de sécurité, le jeu au volant et on met à zéro bien le réglage de hauteur des phares. Une fois que cette opération est réalisée, eh bien, on va s'assurer bien sûr de vérifier l'ensemble des ouvrants, panneaux extérieurs. Voilà. Concernant l'ouverture et fermeture de portes, elles sont obligatoires à partir du moment où il y a un accès à une assise. Donc s'il y a une chaise, eh bien forcément, il faut que la porte puisse s'ouvrir et se fermer convenablement. On vérifie scrupuleusement les ceintures de sécurité. Attention de les mettre avant de rentrer dans la station et ne pas rouler avec les ceintures de sécurité. Pourquoi? Parce que eh bien, dans certains systèmes, eh bien, l'airbag peut se déclencher. Alors concernant le coffre, il ne faut pas aller au contrôle technique avec un coffre chargé. Cela peut fausser le test de suspension. On va s'assurer que le châssis n'est pas abîmé ni rouillé. Concernant la roue de secours, elle n'est pas obligatoire. On va passer directement à la plaquette d'identification. Ici dessus, c'est une plaque d'identification qui est simplement collée. Il existe des modèles qui sont rivetés sur le châssis. Alors, ce qu'on va regarder ici, c'est le numéro d'homologation européen, le numéro de châssis, la MMA à l'avant et la MMA à l'arrière. Okay, donc, tout cela, bien évidemment, on va regarder de nouveau la concordance avec le certificat de conformité. Concernant le numéro de châssis qui est frappé sur le châssis, on va voir s'il correspond bien et bien au document et surtout sa lisibilité. Il faut bien s'assurer qu'on voit correctement l'ensemble des caractères. On va vérifier bien entendu l'état des vitres, s'il n'est pas brisé, les essuie-glaces ainsi que les lave-glaces. Après avoir vérifié l'état des vitrages et de la carrosserie, on va passer directement au compartiment moteur. Alors, on va regarder dans un premier temps les fixations des phares. Une fois que c'est fait, on regarde un petit peu l'état général, on s'assure de la fixation de la batterie, la présence du filtre à air et les niveaux. Une fois que les niveaux ont été faits, ont été regardés, on s'assure de voir s'il n'y a pas d'éventuelles fuites. C'est très important. Attention à la serrure de capot, elle doit être fonctionnelle, le capot doit pouvoir fermer et s'ouvrir sans aucun problème. Alors concernant les niveaux, je vous conseille avant d'aller au contrôle technique de vérifier le niveau du liquide de refroidissement, le niveau de lave-glace, le niveau du liquide de frein ainsi que le niveau de la direction assistée. Et sans oublier bien évidemment le niveau d'huile moteur, ce qui est très important. On va passer directement au test d'antipollution, qu'on appelle aussi le test des nuisances. Hein. Ce test consiste à vérifier l'opacité des gaz d'échappement. On utilise pour cela un opacimètre. On suit la procédure, on place la sonde dans l'échappement et on laisse tourner le moteur au ralenti. Pour que ce test soit à 100% fiable, il faut impérativement que le moteur soit à température. Donc si vous allez au contrôle technique avec un moteur froid, ça va être forcément faussé. Alors vous pouvez constater que le technicien, l'inspecteur va suivre scrupuleusement
le déroulement dicté par le logiciel. Et donc, euh, il n'a pas, si vous voulez, d'interprétation à faire. Donc, il va devoir accélérer, lâcher l'accélérateur, accélérer, et bien, jusqu'à ce que le logiciel dise que voilà, on a atteint un certain seuil et malheureusement, on ne peut rien y faire. Il n'y a aucun réglage à faire, ce n'est qu'une vérification. Et là, on voit bien qu'on a atteint un seuil assez critique et on se rend compte bel et bien que c'est un véhicule qui pollue. Et donc malheureusement, il doit passer à la case garage et vérifier qu'est-ce qui se passe. Ça peut être un filtre à air, ça peut être un injecteur, ça peut être une cause de ce véhicule étant peut-être colmaté ou que sais-je. Il y a énormément de facteurs à vérifier, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et donc vous pouvez voir là qu'on a atteint 4,07 qui est énorme. Alors, vous allez me dire les valeurs, eh bien, elles dépendent du véhicule, s'il est turbo, s'il est sans turbo, si c'est Euro 4, Euro 5, Euro 6. Dans notre cas, c'est un véhicule Euro 5 et il ne peut pas dépasser 1,5. Et là, on voit 4,7. Donc, c'est vraiment un véhicule qui sera refusé au contrôle technique et il devrait passer à la case garage. Alors, concernant le test CO sur les essences, il ne faut pas dépasser les 0,3% au ralenti. Si vous dépassez, eh bien, le véhicule sera considéré comme un véhicule polluant. Et cela, bien évidemment, concerne les véhicules avec un catalyseur et une gestion avec sonde lambda. Si vous avez un autre véhicule et une autre année, je vous invite à aller consulter le site internet de votre contrôle technique. Alors on arrive ici au test de suspension. Cet appareil de chez Metal 7 Datron a plus de 20 ans, mais il est toujours aussi efficace. Eh bien cet appareil, ce test en réalité simule le comportement routier, donc les bosses, les trous, un ralentisseur de trafic, etc. Ce test va être effectué essieu par essieu. Donc en gros cet appareil pèse et mesure le poids de chaque essieu. Il mesure le déplacement de la plaque par rapport au déplacement de la suspension. Dans un premier temps, il va mesurer l'efficacité de la suspension en tenant compte du poids et d'autre part sans tenir compte du poids. Donc, la première valeur qu'on peut voir en haut à gauche, c'est 81 degrés. Là, on va parler de déphasage. Donc, comme c'est une sinusoïde, eh bien forcément, on va parler en degrés. Là, il va mesurer la différence entre le déplacement de la plaque par rapport au déplacement de la roue. Alors la valeur juste en dessous, qui est de 56 et de 48, on parle là des valeurs ESAMA. Donc c'est 56% à gauche et 48% à droite. Donc là, on mesure au moment le plus défavorable du test, on mesure la masse de la roue en contact avec la plaque. Et donc là, il faut un minimum de 20%, donc en contact avec le sol. Je parle bien ESAMA. Si on a 0%, ça veut dire qu'il n'y a aucun contact avec le sol. C'est dangereux aussi bien pour l'accélération que pour le freinage. Très bien. On passe ensuite à la rigidité. Donc la rigidité, c'est quoi? On voit la valeur 252. Eh bien, en réalité, c'est la pression des pneus. 252, c'est 2,5 kg à gauche et 2,6 kg à droite. On voit la valeur là, 438. Eh bien, c'est en réalité 438 kg sur la roue de gauche, 404 kg sur la roue de droite et bien sûr la somme des deux, on arrive à 842 sur l'essieu avant. Voilà, exactement, le frénomètre et l'écran il est là-bas au bout. Ok, donc là je vais aller un peu plus près. Alors ici, le frénomètre va mesurer les forces de freinage en kN par essieu. Alors on peut voir là la roue de gauche et la roue de droite et en réalité il va mesurer le déséquilibre entre le côté gauche et le côté droit. Vous pouvez voir là qu'on a plus ou moins 20% et lorsqu'on freine convenablement on arrive à un écart, un déséquilibre de plus ou moins 3%. Voilà. À l'arrière, on va effectuer la même chose que ce soit avec le frein à pied que le frein à main. Et si vous dépassez plus de 25% de différence sur l'essieu, eh bien c'est refusé au contrôle technique. Alors on va passer maintenant à la vérification des feux. Alors, l'ensemble des feux doit fonctionner.
il faut minimum 2 feux stop ainsi que les catadioptres à l'arrière. Concernant les antibrouillards, eh bien, il doit être présent mais pas obligé de fonctionner. Ok. Le feu de recul, lui aussi, n'est pas obligatoire. Mais concernant les autres feux, eh bien, tout le reste doit être impérativement fonctionnel. On passe maintenant au réglage phare. Alors, concernant le contrôle des phares, eh bien, on utilise un appareil qui s'appelle le luminoscope ou certains l'appellent le réglophare, hein. Donc, cet appareil qui est vraiment la bête noire des garagistes parce que parfois pour 1 mm, hein, on est refusé. Donc, c'est un petit peu compliqué. Comme vous pouvez voir, l'inspecteur place la machine et la règle grâce à l'aide du laser. Il présente le luminoscope en face du phare et voilà, on lui indique directement la tolérance entre les deux lignes vertes. Donc il n'y a plus vraiment de réglage à faire comme auparavant et ça va directement. Vous voyez là, on est entre les deux lignes vertes, ça s'allume en vert, c'est correct. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'appareil, il faut respecter eh bien, le réglage du constructeur, hein. En temps normal, on le met en 1, enfin, moins 1,25%, mais sinon, vous essayez de voir et d'essayer de respecter ce que le constructeur dit. Parfois, vous voyez sur le phare, c'est marqué 1%, eh bien, vous réglez l'appareil à 1%. Une fois qu'on a effectué le réglage des feux de croisement, eh bien, on vérifie maintenant le centrage des feux de route. Ok. Pour cela, la même opération, on présente le phare, on modifie le... Ouais, là on a loupé une procédure. Voilà, c'est pas grave. On présente en feu de route et on voit bien là le centrage. S'il est bien centré, on voit bien que la puissance du feu lumineux, hein, qui est mesuré en lumens, est arrivée correctement au centre. Et là, voilà, c'est correctement réglé et donc il n'y a plus rien à faire. On fait la même chose de l'autre côté, on vérifie le centrage, on s'assure que le feu soit bien centré et il est bien centré. On va enchaîner directement sur la vérification du dessous du véhicule. On va la mettre sur le pont et on va vérifier l'ensemble du soubassement. Alors là, on la place directement sur un pont 4 colonnes qui est hyper performant car il est équipé d'un dispositif de vérification de jeu de rotule, de suspension et on va pouvoir monter et descendre sans aucun problème. On place un dispositif de freinage, donc c'est une commande à distance pour pouvoir freiner lorsqu'on aura besoin eh bien, de vérifier la canalisation ainsi que les jeux des différentes cylindres blocs. Voilà. On s'assure bien évidemment que le volant, il n'y a pas de jeu, que le volant n'est pas bloqué dans un premier temps, mais qu'il n'y ait pas de jeu au niveau de la colonne de direction. On va monter le pont et on s'assure bien évidemment de s'équiper de tous les éléments de sécurité, casquette de sécurité ou casque de sécurité. Bon, dans un premier temps, on va placer le véhicule à mi-hauteur afin de vérifier tous les pneus, donc les passages de roues, la jante, les freins si on a une possibilité de regarder au disque de frein, aux plaquettes et surtout la conformité des pneus. Donc là, on peut constater que les pneus sont corrects, hein, pneus, jantes, et on voit bien le sens de montage. Voilà, il est bien fait, on voit bien outside, donc ça c'est très important pour le contrôle technique et pour la sécurité. On voit que c'est un pneu M+S, donc on essaye d'enregistrer ces valeurs-là et surtout la taille du pneu. Très important parce qu'il faudra bien entendu les comparer avec les différents essieux pour être sûr que c'est bon ou pas. On vérifie le bas de caisse, voir s'il n'y a pas de coup, hein, ou de parties endommagées. Et on vérifie la même chose ici. Ah, là, donc, on retient 175, 65, 14. Donc, c'est du 14 à l'arrière. Et là, on voit bien que c'est du 175, 75 à l'avant. Donc là, c'est directement refusé. Attention, certains modèles ont des pneus différents à l'avant, à l'arrière, mais pas une Ford Fiesta de ce type, hein. On a ça souvent sur des grosses BM, etc. Donc là, on voit bien que
de ce côté-là, il y a déjà un problème au niveau pneumatique, c'est déjà refusé. On passe maintenant à la face arrière et on s'assure bien évidemment qu'il n'y ait pas d'accident, pas de coup et que le châssis n'est pas touché. Ouh, là, on peut constater que le pot d'échappement est un petit peu abîmé, mais il n'est pas troué et donc il ne fait ni de bruit. Donc ça ne suscite pas de refus, mais c'est une remarque au contrôle technique. La même chose ici, le bas de caisse, la conformité des pneus, et on s'assure bien évidemment de la conformité des pneus. On jette aussi un petit coup d'œil au niveau des plaquettes et des disques afin de s'assurer que tout va bien. On continue en dessous, donc on regarde le plancher, les tuyaux, les fixations, les conduites, s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de coup. La fixation d'échappement, les différents cylindres blocs, la fixation du réservoir ainsi que les attaches. Très important de voir que tout est bien mis, tout est bien placé, qu'il n'y ait pas de coup hein, dans l'ensemble du châssis. On soulève maintenant le véhicule, on lâche les freins et on vérifie maintenant tout ce qui est bande de roulement, voir sur toute sa surface si c'est correct. On s'assure bien évidemment du jeu et si les roues sont bien fixées. Hein, ça arrive très souvent qu'on sort du garage et malheureusement la roue a mal été serrée. Donc là on voit bien que c'est un pneu Michelin et là on voit que c'est un pneu Oval, Ovalsion, je sais pas quoi, Ovation. Donc on voit bien que c'est deux pneus de marques différentes. Là c'est en plus de ça un M plus S. Hein, et l'autre côté, eh bien c'est un pneu été. Donc là, forcément, c'est refusé. On voit bien là, au niveau de l'amortisseur, qu'il y a une petite fuite. Donc c'est très important parce que quand bien même le test de suspension est correct, s'il y a une fuite au niveau de l'amortisseur, eh bien c'est refusé. On s'assure aussi au niveau du ressort de suspension s'il n'est pas cassé. Comme vous pouvez le voir ici, il y a parfois eh bien, des ressorts qui cassent au niveau de la dernière spire. Le pot d'échappement, ben, comme on l'a dit, il est en remarque. Hein. Il est à remplacer, mais voilà. S'il était troué, eh bien, même le test d'antipollution était refusé. On place maintenant l'appareil pour vérifier le jeu à gauche, à droite. En faisant ça, eh bien, on vérifie aussi bien le jeu des amortisseurs, le jeu des roulements et voir bien sûr si la roue elle est bel et bien serrée. Lorsqu'on place le dispositif différemment, là on appuie sur la pédale de frein, commande à l'avant ou à l'arrière. Hein. Lorsqu'on appuie sur le bouton pour les pédales de frein, eh bien la commande est actionnée. Une fois que la commande est actionnée, on peut vérifier eh bien, le jeu avant-arrière pour voir les différents cylindres blocs. Là, les cylindres blocs du train arrière, ainsi que l'ensemble des cylindres blocs, amortisseurs et fixation d'amortisseurs. Donc, en l'occurrence, là, il n'y a pas trop de jeu, donc tout est correct. On fait la même chose de part et d'autre. Une fois que c'est réalisé, on passe à l'avant pour vérifier les différents tests. La même chose, donc on libère les freins et on vérifie toute la surface de la bande de roulement. La même chose de l'autre côté. Et là, on peut voir que la bande de roulement est un petit peu usée. Hein, et l'inspecteur a bien vu que le triangle de suspension a été remplacé. Forcément, c'est à cause du triangle de suspension hein, qui a causé cette usure anormale. On vérifie maintenant les différentes jeux aux roues. Donc on replace la roue contre et on s'assure la même chose. Rotule de suspension, le roulement ainsi que la roue, voir si elle est bien serrée. Comme là vous pouvez le voir, on va voir maintenant le côté frein, hein, si les plaquettes sont correctes ainsi que les disques. On voit là aussi que la jante a reçu un petit coup. On s'assure aussi de la fixation de l'amortisseur, si l'amortisseur est bien fixé. Et on regarde bien évidemment le soufflet de cardan, donc le joint homocinétique, les différentes rotules. La même chose de l'autre côté. On vérifie le triangle de suspension, les freins. Et là, on peut remarquer qu'il y a effectivement une petite fuite au niveau du liquide de frein, du flexible. Là, il y a certainement une rondelle cuivrée qui est usée. Et donc, on passe à la phase garage. Forcément, la même chose ici, même si le test de freinage est correct, si on y voit une fuite, eh bien, le test est refusé. Le véhicule est refusé. On s'assure bien évidemment des biellettes de barre stabilisatrice. On peut faire ça manuellement.
Lorsqu'on modifie le dispositif, eh bien, on arrive à regarder directement les rotules de direction. On regarde et on voit s'il y a du jeu de part et d'autre. Et bien évidemment, là, c'est la plaque à l'arrière qui modifie pour pouvoir vérifier le jeu. Lorsqu'on modifie le système, eh bien, on a la possibilité de tourner directement les roues. En faisant ça, on s'assure bien évidemment de la fixation de la crémaillère. On a la possibilité de regarder dans les différents trous si la crémaillère est bien fixée. Et là, en l'occurrence, la crémaillère est bien fixée, donc il n'y a aucun problème. On continue, on regarde la barre stabilisatrice ainsi que les différents éléments de fixation. On s'assure bien évidemment qu'il n'y ait pas de fuite aussi. On en profite pour avoir ce petit regard. On bloque maintenant les freins et on vérifie maintenant les cylindres blocs au niveau du triangle de suspension. On fait avant-arrière et on s'assure bien évidemment que l'ensemble, là on voit bien que c'est un nouveau triangle, mais il faut quand même le vérifier. Pourquoi? Parce que il arrive parfois que le mécanicien a mal serré le triangle de suspension, donc il faut toujours effectuer cette vérification, quand bien même il y a des nouvelles pièces. C'est très important. Donc vous voyez bien que tout ce dispositif-là est commandé aussi bien avec la baladeuse qu'avec les différents interrupteurs où on peut appuyer sur la pédale de frein et lâcher la pédale de frein. Bien évidemment, ce genre de pont, c'est le rêve de tout garagiste car il n'est pas toujours évident de localiser un jeu, un cylinder block uniquement à l'aide des mains ou d'un simple levier. Parfois, c'est très évident, on voit le jeu directement, c'est très facile, mais dans d'autres cas, c'est compliqué. Alors, je vous ai présenté ici un contrôle technique périodique, c'est-à-dire une visite annuelle normale. Il existe d'autres types de contrôles techniques, donc des contrôles techniques pour la vente d'un véhicule par exemple, ou un contrôle technique après un accident, ou encore un contrôle technique pour une installation d'attache-remorque par exemple, ou pour une homologation spécifique. Un autre type de contrôle technique, c'est l'ADR. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est transport de marchandises dangereuses. Un contrôle technique pour l'LPG, le gaz. Donc, c'est pour la mise en service ou hors service. Sauf si, bien sûr, c'est équipé d'origine. Ça, c'est une visite normale. Ou alors un contrôle technique d'ancêtre. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si j'ai oublié des trucs. Bon, forcément, je ne pouvais pas tout mettre, mais bon, c'est vraiment pour que vous puissiez voir un petit peu comment se déroule un contrôle technique et une visite normale dans cet atelier. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.